Alors, on va, Barbara Dalibar. Alors, les CV, les parcours, vous les avez dans vos dossiers, donc on ne va pas redire tout ça. Expérience d'entreprise, donc Alcatel, filiale d'Alcatel, France Télécom, SNCF. Les deux constats qui ont été dressés à la fois d'une Pierre Anzorlin, bonjour, d'une crise d'identité et un grand questionnement sur le rôle ambigu du cadre. Quelle est un petit peu votre lecture des choses? Donc, elle est SNCF, et quel regard sur les propositions qui ont été faites? D'abord, je voulais vous remercier tous de m'avoir invité. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous mes convictions sur ce qui est fondamental, ce rôle du cadre et le rôle du management dans l'entreprise. Et pour l'avoir vécu dans certains cas douloureusement, je dirais, c'est d'autant plus important pour moi. Alors, moi, j'ai choisi finalement de parler, c'est immense, ce sujet, donc d'essayer de me focaliser sur quelques points qui, compte tenu à la fois de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre, effectivement, sont importants pour moi. Il me semble qu'il y a trois tendances de fond qui amènent à réinterroger ce rôle du cadre et qui d'ailleurs ont été citées tout à l'heure. Enfin, le premier, je crois, et c'est l'actrice qui a terminé là-dessus, c'est la profonde demande de sens, à la fois des salariés, des cadres aussi, qui sont eux-mêmes salariés, dans un environnement mouvant et incertain. La seconde, c'est finalement, et je l'ai évoqué un peu rapidement, l'émergence finalement, et quand je dis émergence, on a un parcours quand même long là-dessus, de l'international dans le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, 38% des salariés en France, je crois, même peut-être un peu plus maintenant, sont dans une entreprise multinationale, qu'elle ait un siège en France, 2 tiers d'entre elles, ou un siège à l'étranger. Et donc cette diversité culturelle interroge profondément, en particulier le rôle du cadre. Et le troisième point, et ça va être un des points sur lesquels je voulais insister, c'est l'arrivée massive finalement dans l'entreprise de ce qu'on appelle la génération Y, avec ses codes, ses modes de fonctionnement et sa capacité là aussi d'interroger le rôle du management de façon importante. Alors avant de vouloir revenir sur ces éléments-là, je voulais revenir sur faire un détour, parce que je connais le mieux, je dirais, les 30 années que j'ai passées dans le domaine des technologies, et finalement, ce qui est au cœur de mes préoccupations aujourd'hui à la SNCF. Alors, pardon, je vais juste faire un petit détour moi-même. On se donne quoi? 6-7 minutes? Voilà, voilà. Alors d'abord, le premier point, je pense que ces nouvelles technologies, elles impactent de façon extrêmement forte le fonctionnement de l'entreprise et du management. Quelquefois pour le meilleur, quelquefois pour le pire, et donc trouver le bon système, c'est important. D'abord sur le client. Alors je prends un exemple. À la SNCF, dès qu'un train est en retard de quelques minutes, vous avez plusieurs clients qui se mettent à tweeter, appeler les Échos, mais plus souvent Europe 1, RTL. Et donc le management, à commencer par moi, mais aussi tous les cadres de l'entreprise, récupère, je dirais, une information qui est de dire, voilà, il se passe un truc dans ton train de ta gare, que fous-tu? Et donc là, vous vous retrouvez tout d'un coup dans un système d'urgence absolue et qui est effectivement très difficile à manager. Deuxième point, l'impact sur le salarié. Aujourd'hui, et ça a été dit, la frontière pro-perso s'estompe. 79% des salariés expliquent qu'ils se trouvent finalement en train d'utiliser des moyens de communication à l'extérieur de l'entreprise pour rester en contact avec elle. Donc là, pour les cadres, c'est 100%, c'est sûr. Et le travail à distance devient important. Donc, évidemment, ça intervient sur le salarié, sur le cadre, qui lui-même est employé, qui lui-même dirige, qui lui-même a des clients à gérer, et qui en plus a cette génération Y, qui, adepte des réseaux sociaux et collaboratifs en tout genre, ont des comportements qui font complètement exploser les aspects managériaux. Prendre un exemple, on a mis en place à la SNCF pour discuter avec nos cadres des chats, depuis avec les 500 cadres d'abord, et maintenant je le fais avec l'ensemble des cadres du terrain. Et donc quand vous retrouvez en train d'essayer de partager avec vos cadres sur une question stratégique pour l'entreprise, et alors sur le chat, ils s'expriment, on les voit pas, ils parlent pas, on ne sait pas qui parle, et donc ils ont une liberté d'expression totale. Donc vous venez de raconter un truc, et puis ils vous disent, je dirais, t'es la langue de bois, là, tu meurs, etc. Donc vous avez 10 qui votent, oui, c'est langue de bois totale, et donc vous êtes amené en permanence à revoir votre discours en disant comment est-ce que je peux être plus précis, plus percutant, plus efficace. Donc la hiérarchie devient complètement à plat, elle est bypassée par tous ces fonctionnements et ça interroge le cadre. Donc dans cette culture de l'immédiateté, finalement, ce qui me paraît important quand même, c'est qu'il y a une valeur absolue, c'est que ces outils, ça permet la transparence.
On n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on a gagné. Maintenant, plus rien ne reste caché longtemps. Voilà. Donc un mail, ça reste toute la vie dans les boîtes, même si on l'a détruit 3 fois. Ce qui est sur Google, c'est pareil. Et donc effectivement, ça oblige l'entreprise, les cadres, le management, à créer des conditions de confiance qui sont, je crois, bénéfiques et qui peuvent du coup nous donner de l'espoir par rapport à la question précédente. Alors, je reviens sur mes points. Ce qui est important pour le cadre, d'abord, c'est donner du sens. Alors, comment donner du sens ? Alors, je pense qu'effectivement, partager la vision, mettre sur la table les problèmes, prendre le temps de le faire, faciliter dans ce cadre-là les coopérations, c'est absolument fondamental. Le deuxième point, c'est mettre le client au centre de ce dispositif. Moi, j'ai travaillé beaucoup, et essentiellement dans des entreprises publiques. On peut parler de clients, d'usagers, de voyageurs. À la limite, moi, je vais dire peu me chaud. Ce qui est important, finalement, c'est qu'on n'est jamais rentré dans une entreprise publique, par exemple, par hasard. Et ce souci de bien faire pour ce client-là est fondamental, est un des drivers qui permet effectivement d'avoir du sens. Deuxième point, et il y a beaucoup d'études universitaires partout dans le monde qui le montrent, la cohérence totale entre l'engagement du salarié, sa satisfaction, celui du client et la performance de l'entreprise économique est démontrée partout. J'ai vu des études en Asie, en googlant un peu, aux États-Unis, et moi, je trouve que bâtir effectivement un plan d'entreprise autour de ce triptyque, j'allais dire, le salarié, moi je dis le salarié au cœur, le client au centre et la performance qui effectivement est liée à cette efficacité, ça me paraît tout à fait important. Alors pour accompagner cette démarche, je dirais ça oblige le cadre effectivement à s'occuper du contenu, des métiers des salariés. Par exemple, moi, en arrivant à la SNCF, le métier du chef de bord dans le train qui doit vous donner de l'information et que vous engueulez tous les jours parce que vous dites mais que fait-il? Pourquoi est-ce qu'il ne m'explique pas pourquoi mon train est en retard? Eh ben, c'est toute une question de process, d'encadrement, donner les moyens et les outils effectivement à cette personne d'agir. Donc donner du sens. En termes de management, un point important aussi pour moi, c'est manager les tempos, les temps longs et les temps courts. Le temps long finalement de la stratégie, où est-ce que j'ai envie d'aller, vers où je vais emmener cette entreprise et comment moi, cadre, j'y contribue. Et puis le temps court, qui est le temps évidemment de l'urgence et celui de la gestion des opportunités. Et alors, moi j'aime bien, enfin quand je parle du management, un peu me mettre un peu comme un sage chinois, c'est l'objectif, c'est finalement de concentrer son attention sur le cours des choses telles qu'on s'y trouve engagé, pour en dégager la cohérence et profiter de leur évolution. En d'autres termes, s'appuyer sur les forces de l'entreprise, les forces de ses salariés, pour faire en sorte que les transformations se fassent de la façon la plus indolore et la plus facile possible pour tous. Alors, derrière, je voudrais revenir rapidement sur cette génération Y, qui me tient à cœur, parce que d'abord c'est mes enfants, nos enfants, et qu'aujourd'hui elle représente un challenge pour nous cadres, et que derrière, il faut apprendre effectivement à user cette opportunité, utiliser cette opportunité de cette génération qui arrive pour transformer nos modes de fonctionnement. Alors, on les voit, on dit d'abord, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des atouts extraordinaires, ils n'ont pas de frein au changement. Ils raisonnent effectivement en temps raccourci, on comprend pourquoi quand on voit effectivement ce qu'on leur a fait subir. Ils ont une exigence extrêmement forte vis-à-vis des cadres, mais ils les respectent. Ce qu'ils attendent de leur management, c'est qu'ils leur apportent du métier, pas forcément l'information, parce que ça, il suffit qu'ils fassent un peu de Google et pour trouver l'information. Donc effectivement, là aussi, ça remet en cause le rôle du cadre. Mais ils attendent effectivement cette crédibilité et ils attendent de leur cadre qu'on les apprenne à progresser et à gérer l'employabilité. Et l'employabilité, on comprend pourquoi elle est importante pour eux dans le contexte qui est leur. Et donc globalement, ils ont un vrai désir de contribuer, qui est extrêmement fort, et moi je le vois dans voyagesncf.com où j'en ai plein de cette génération-là. Ils ont envie de bien faire, encore plus que tous, et effectivement, la caricature qu'on fait quelquefois d'eux est un frein à, je dirais, la bonne utilisation. Donc savoir les intégrer dans l'organisation multigénérationnelle, ça doit permettre à chaque cadre d'abord de gérer encore mieux les challenges que j'évoquais précédemment, et puis par ailleurs d'offrir à ces jeunes l'avenir qu'ils sont en droit d'attendre. Et ça, c'est vraiment ce que je souhaite le plus fort. Voilà ce que je voulais vous dire. Face à cette
ce souci de transparence alors, des clients et ces attentes de la génération Y, comment les cadres de la SNCF, eux, les accueillent? Est-ce qu'ils ont fait leur mue de leur côté? Et quelle est la proportion de cadres à la SNCF? Est-ce qu'elle a évolué sur 15-20 ans? Oui, je crois ou même sur 10 ans? Ouais. Augmenté. Alors, je ne saurais pas vous donner le chiffre exact, mais je crois qu'on est à peu près dans les moyennes qui étaient évoquées. On a beaucoup de cadres de terrain, de proximité. On a des mailles d'encadrement qui sont un peu élevées à mon goût, parce que quelquefois sur le terrain, alors en haut, quelquefois on manage 3 personnes, puis en bas, on demande aux cadres de proximité d'en manager 30. C'est un des sujets sur lesquels je travaille, parce qu'effectivement... Déjà, vous avez beaucoup de cadres administratifs ou de sièges. Mais on a beaucoup de cadres de terrain qui sont là et qui sont effectivement eux-mêmes embarqués dans les opérations de façon très forte. Et moi, c'est ceux qui m'intéressent beaucoup, parce que c'est eux, effectivement, qui vont conduire la transformation vers un meilleur service aux clients et la satisfaction des salariés de première ligne. D'accord. Encore un point, est-ce que sur les modes d'évaluation de performance, mode individuel, où en est la SNCF, puisque un des messages était passé sur justement ces questions de performance. Alors il y a à la SNCF, comme dans la plupart des entreprises, un entretien annuel de performance. Moi, ce que j'ai fait, je le disais en préparant ça, il y a quelque chose, par exemple, que j'ai détruit en arrivant, qui était des enquêtes clients mystères, qui était, par exemple, sur le terrain, un mode de management et de notation des managers. Donc on envoyait des sortes de personnes qui allaient mesurer la conformité à une norme. Donc en gros, est-ce qu'il avait bien mis sa casquette, est-ce qu'il a dit bonjour comme ça, est-ce qu'il a bien fait la prescription du service truc, etc. qui permettait effectivement d'avoir une sorte d'évaluation de la qualité de la prestation. Moi j'ai mis en place effectivement un système qui est beaucoup plus collectif, qui est tourné autour des enquêtes de satisfaction client, de vrais clients, qui disent vraiment ce qu'ils pensent, avec des phrases d'ailleurs ouvertes, et d'avoir des parts collectives importantes dans toutes les équipes qui sont face aux clients pour mesurer effectivement la performance collective. Alors, il y a de l'individuel au niveau des cadres, c'est évident. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'effectivement, je reviens sur mes piliers de managériellement, enfin la satisfaction des salariés, la satisfaction des clients et donc ensuite la performance opérationnelle, d'être très équilibré entre ces piliers, en commençant par celui du salarié, parce que je pense que c'est le driver finalement qui permet ensuite de tirer l'ensemble de l'entreprise. Très bien, alors on y reviendra dans les questions et puis le débat qu'on pourra avoir entre nous.